Donc, Bon, bonjour Colette, bonjour Samantha. merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour parler avec nous donc de yoga et puis aussi plus précisément de votre dernier ouvrage Taureau Yogi des Bois. Donc c'est un livre que je peux vous laisser peut-être présenter en quelques mots. Je vous remercie. Je suis aussi extrêmement heureuse de pouvoir avoir cet entretien avec vous et donc d'évoquer ce livre dont je vous montre l'image là. Donc c'est Thoreau, Henri-David Thoreau, Yogi des Bois. C'est-à-dire un drôle de personnage qui a suivi vraiment son élan, qui a été à l'écoute, on pourrait dire, de son svadharma, hein, de ce qui était vraiment un appel des profondeurs en lui, en résonance avec la vie. Et donc, ce livre, en fait, c'est mon éditrice, Jeanne Van Tram, qui en avait eu l'idée. Et au début, ça m'a un peu étonnée, en effet, parce que je ne pensais pas qu'Henri David Thoreau soit tellement connu. Et ouais, il se trouve, en fait, que ce livre a été pour moi comme l'aboutissement d'un cheminement, puisque quand j'étais étudiante, j'avais acheté ce livre euh, dont le titre m'avait fascinée, Walden ou La vie dans les bois et qui était tout annoté. Et comme je faisais déjà du sanskrit à l'époque, j'avais évidemment et du yoga, j'avais annoté avec les correspondances. Et donc ça a été un chemin que j'ai parcouru pendant 3 4 ans en compagnie d'Henri David et qui a été extraordinaire. Et il m'a été vraiment évident euh, qu'il allait marquer un moment aussi de ma vie, puisque la nature est pour moi une véritable passion, même un besoin. Et par ailleurs, le sanskrit, avec l'exploration des textes sources du yoga, et particulièrement des textes inédits hein, qu'il s'agit de traduire, est vraiment plus qu'une passion, c'est aussi peut-être une sorte de svadharma. Voilà, donc j'ai pu combiner avec ce chantier, vraiment qui est un chantier, un artisanat, hein, je dirais, ces deux passions. Et entre autres, j'ai pu le faire aussi en relation avec Émilie Poggi, qui est une amie, une dessinatrice vraiment talentueuse, euh, qui a pu aussi accompagner et faire des recherches pour cet ouvrage. Voilà. C'est vrai que les illustrations sont toujours citées hein, sur vos derniers livres. C'était celui sur la Bhagavad Gita, je crois aussi, où Oui, elle a tout à illustré. fait. C'est Oui, vrai que oui. c'est marquant, hein. Elle fait des illustrations qui sont vraiment ah Voilà, en fait, voilà. ce qui est extrêmement intéressant avec Émilie, par exemple, je tombe là par hasard, j'ai ouvert, voilà, sur le musicien de la vie. Hein. Le musicien de la vie, donc ce personnage qui est à l'écoute, qui joue de la flûte, qui joue la musique de sa vie, qui l'improvise et qui, métaphoriquement en fait, est créateur, co-créateur de sa vie. Donc, Émilie imagine, ressent et poétiquement trouve une image qui illustre sans être descriptive, mais qui nous fait rêver justement, qui nous propose une autre manière de voir les choses. Et en fait, elle s'est jetée aussi, je dirais, à corps perdu quand nous avons fait la Bhagavad Gita ensemble, dans l'iconographie indienne qu'elle connaissait assez peu en fait. Et donc, Ah c'est d'accord. Ah. une personne qui est en recherche. Et ça, c'est vraiment extrêmement agréable. Voilà, je la connaissais depuis longtemps, et mais sans travailler avec elle, et j'ai eu l'intuition que c'était la bonne personne. Et il faut se fier à ses intuitions. Ah ouais, c'est dingue parce que moi je pensais qu'elle était déjà familière avec tous ces sujets, enfin, vu le Absolument. niveau des illustrations et puis la subtilité. Enfin, je veux dire, il y a une compréhension et c'est pas juste une reproduction effectivement donc d'accord, moi je croyais qu'elle connaissait. Bon bah, c'est d'autant plus extraordinaire alors. Non, non, disons qu'elle s'est immergée parce que je lui ai montré vraiment énormément d'iconographie, enfin, avec une sélection évidemment. Et puis, elle a cherché elle-même, on va dire par exemple pour la Bhagavad Gita, sur les épopées. Puis, nous avons fait aussi ensemble le livre sur Asana, Mmh. Voyage au cœur des postures. Donc voilà, l'élaboration se fait ensemble, mais ensuite, c'est son imaginaire qui s'épanouit et qui nous apporte, je trouve, un temps de respiration et finalement de compréhension par un autre chemin, puisqu'en Inde, on dit justement que
la réalité est à la fois Nama et Rupa, c'est-à-dire les noms, la parole, mais aussi les formes. Et donc, ces deux éléments sont vraiment en écho. Disons que voilà, dans ces ouvrages, le visuel et l'écrit vont très bien ensemble. Le fond et la forme sont bien en accord, donc voilà, c'est quelque chose qu'on apprécie quand même, beaucoup. Il y a donc voilà, la thématique, Taureau Yogi des bois, moi, m'a beaucoup intriguée. Donc j'ai envie qu'on revienne, évidemment sur cette thématique, sur la thématique du yoga en lien avec la nature et puis, aussi un petit peu sur notre monde actuel. Voilà, qu'on essaye de s'approprier tous ces concepts pour voir en quoi aujourd'hui ça peut répondre, à des questionnements qu'on a, Mhm, sur le yoga, sur la nature, sur le lien entre les 2. Et dans un premier temps, voilà, je voulais commencer avec, ce lien entre la Bhagavad Gita et Toro, enfin avec tous les enseignements du yoga. Vous écrivez qu'il a été beaucoup influencé par, voilà, par la pensée indienne, par, différents ouvrages. Est-ce qu'on retrouve, des traces de tout ça dans ces livres? Est-ce que c'est très évident qu'il a été influencé? absolument. Euh, Je vais vous citer quelques passages d'extraits assez rapidement, mais ce que l'on sait, c'est que après ses études à Harvard, eh bien, il ressent le besoin de faire un pas de côté pour se poser la question, quel est le sens de ma vie? Et Mmh. il rencontre peu de temps après Emerson, qui est un grand philosophe, etc., du courant des transcendantalistes, pour qui, en fait, tout être humain porte en lui un germe d'universalité, d'aspiration spirituelle. Donc, c'est grâce à Emerson, je pense, que Henri David Thoreau découvre les textes indiens. Alors, plusieurs textes, le Veda, la loi de Manu, la Bhagavad Gita, qui devient pour lui, en fait, une sorte de nourriture quotidienne. Il s'immerge tous les matins dans ce texte quand il part à Walden, mais même avant et après aussi. Donc, euh, quand il part à Walden, il décide donc de faire ce pas de côté. Il part pour vivre une vie frugale, sobre, une vie de simplicité, sans luxe, sans artifice. Il cultive lui-même, il construit sa cabane et il se nourrit, puisque chaque jour il lit ça dans sa barque, près de sa cabane. Et ce qui l'a touché dans cet ouvrage, en fait, c'est justement son caractère universel. Alors, il dit cela, hein, il dit voilà, cette parole parle à l'intelligence et au cœur de l'humanité et à tous ceux qui, à toute époque, peuvent le comprendre. C'est comme s'il y avait une sorte de résonance ou d'affinité élective. Euh, dans un livre qui s'appelle Une semaine sur le fleuve, où il part avec son frère en fait à l'aventure, il lit aussi la Bhagavad Gita et quelque temps après, avec son ami Emerson, donc, ils sont ils sont là au bord du fleuve et Emerson lui explique en fait que jamais il n'a vécu une expérience aussi intense. Je crois que c'est écrit là. Euh, voilà. Donc là et la Gita est ici. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Emerson, donc, hein, avec Thoreau, je devais, avec mon ami, une journée magnifique à la Bhagavad Gita. C'était le premier des livres, hein, comme c'était le livre originel, fondamental. C'était comme si un empire me parlait, rien de petit, d'indigne, mais grand, serein, cohérent, la voix d'une vieille intelligence ancienne qu'un autre âge et un autre climat avaient créé et qui avaient ainsi résolu les mêmes questions que celles qui nous agitent. Donc ça, c'est justement dans 7 jours sur un fleuve. Euh, et ce qui est tout à fait touchant, c'est que pour Henri David Thoreau, ce n'est pas quelque chose d'étranger, d'étrange, de lointain, mais quelque chose d'immédiat qu'il vit
comment dire, à la verticale, hein, comme on connaît dans le yoga la Sushumna, cet axe médian vibratoire qui nous relie au divin, au céleste, et qui relie l'individu justement à l'universel. Et là, vous voulez, par tous les sens et par l'organe mental aussi, qui est un sixième sens pour l'Inde, il, il vibre à l'unisson de ce texte. Alors, et cela transfigure son réel. Je vais vous lire un petit passage toujours de Walden, ou La vie dans les bois. Il apparaît ainsi que les habitants de Charleston ou de la Nouvelle-Orléans, et de Madras et de Bombay ou de Calcutta s'abreuvent à mon puits. Le matin, je baigne mon esprit dans la philosophie stupéfiante et cosmogonique de la Bhagavad Gita. Bon, qui a été créée depuis des millions d'années, des milliers d'années. Et je doute que cette philosophie ne doive pas être renvoyée à un état d'existence encore antérieur, c'est-à-dire comme aux origines de l'univers, tant sa sublimité est éloignée de nos conceptions. Voilà, donc pour lui, c'est vraiment, c'est la substantifique moelle, on pourrait dire. Alors, comme pour vivre cela totalement, pleinement, je dépose mon livre et c'est ce qui est très intéressant pour nous aujourd'hui. Justement, il précise cette transition euh, de la compréhension, de la découverte à la vie au quotidien. Donc, je dépose mon livre et je vais chercher de l'eau à mon puits. Et voici que je rencontre le serviteur d'un brahmane, le prêtre de Brahma, de Vishnu ou d'Indra, qui est encore assis dans son temple sur le Gange en lisant les Védas, ou bien un sage qui habite à la racine d'un arbre avec son riz, on va dire, et sa cruche d'eau. Je rencontre son serviteur, venu puiser de l'eau, et nos seaux grincent pour ainsi dire ensemble dans le même puits. L'eau pure de Walden se mêle à l'eau sacrée du Gange. Voilà. Donc là, nous avons un exemple justement de l'expérience de résonance, de symbiose qui caractérise Henri David Thoreau, qui est une personne d'une sensibilité spirituelle extrême, mais Mmh. aussi d'une sensibilité, je dirais, humaine. Voilà. Il y Mmh. a beaucoup d'autres textes qui parlent de ceci, évidemment, et on sait de manière évidente, puisqu'il en parle dans son livre, mais aussi dans son journal, ainsi que dans une revue qu'a créée Emerson avec Margaret Fuller et d'autres, qui s'appelle The Dial, le cadran, où Henri David Thoreau traduit des textes. Alors, il traduit, c'est-à-dire que il ne traduit pas le sanskrit, il n'a pas appris le sanskrit, mais il édite, si vous voulez, des passages de traduction des Védas qui Mmh. viennent justement de paraître en Occident, hein, avec Wilkins pour la Bhagavad Gita, Monier Williams, etc. Donc, il est vraiment un pionnier qui fait découvrir, qui partage son enthousiasme. Ce n'est pas du tout un regard de philologue, de grammairien, de pur philosophe cérébral, mais c'est plutôt tout son être qui aspire en fait à cette connaissance, parce que il sait, et ça c'est vraiment en ça qu'il est un yogi, on va le voir, qu'il doit se transformer. Comme dit Goraksha, on est cru, on doit devenir cuit. Hein, Mathieu. D'accord, donc lui, il a participé finalement énormément, plus que ce plus que ce qui est connu, à la diffusion de la pensée, indienne en Occident. Absolument, En tout cas absolument, en avec anglais, voilà. un anglais, tout à fait. Ouais. Puis il est aussi comment dire, en accord avec tout le phénomène des romantiques allemands,
hein, Mmh. qui découvrent aussi justement la Gita, les Upanishads, qui commencent à les traduire, hein, et on peut dire que ce sont des pionniers, c'est comme si l'on découvrait un nouvel univers. Et d'ailleurs, c'est ce que dit, je peux lire un passage, cet orientaliste qui s'appelle Friedrich Max Müller, Ah oui. et il explique les raisons de cet enthousiasme qui gagne l'Occident, hein. Il paraît que la Sorbonne, les amphis étaient pleins à craquer, hein. Il y avait des affiches dans les rues pour signaler les conférences sur la pensée indienne, ce qui serait assez étonnant aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il dit, euh, donc à la fin du 19e, avant tout, l'étude de l'Orient, donc de l'Inde, etc., nous a enseigné qu'il existe d'autres mondes à côté du nôtre, d'autres religions, d'autres mythologies, etc. Et sur tous ces sujets, l'Orient nous a fourni des parallèles. Voilà, c'est la possibilité de comparer, de mesurer, de comprendre. Et euh, c'est vraiment une révolution copernicienne pratiquement, hein, dans les mentalités. Alors évidemment, Henri David Thoreau ne lit pas les Yoga Sutras qui ne sont pas connus, hein. Il ne lit pas les Tantras qui ne sont Mmh. pas connus non plus. Mais avec la Gita, les Upanishads, les Védas, les lois de Manu le passionnent, qui parlent du Dharma, de l'harmonie cosmique. Là, vraiment, il est un pionnier, tout à fait. Alors c'est très étonnant parce que, enfin, quand je vois qu'en cours de sanskrit, nous, on était 3 ou 4 ou 5 au grand maximum. Moi aussi, de mon Ouais, temps. et qu'elle, 150 ans avant, la fac était pleine. C'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais bon, d'accord. Enfin, j'espère qu'on va revenir à, voilà, à un savoir, qui est plus largement diffusé, on va dire, et un peu plus d'intérêt pour ces philosophies, là. Donc Thoreau, il avait un intérêt, intellectuel, enfin, en tout cas, une appétence pour la compréhension. Est-ce qu'il s'est vraiment approprié ces enseignements ou est-ce qu'il s'est contenté, d'avoir une réflexion dessus? Donc, je pense que ce qui fait sa personnalité extrêmement attachante et, et qui nous invite à cette aventure, c'est que vraiment, il a intégré totalement cela. Il a intégré tout à fait, tout d'abord parce qu'il est un être extrêmement intuitif et qu'il comprend qu'en fait, tout est interconnecté dans l'univers. Et ça, c'est aussi l'enseignement du Veda, des Upanishads, de la Bhagavad Gita. On pourrait aller jusqu'au Tantra, mais qu'il ne cite pas, donc on va le laisser de côté. Euh, c'est très étonnant parce que en le lisant, euh, on ressent, si vous voulez, il a une langue extrêmement vivante, suggestive, qui fait que nous pouvons vivre avec lui ses aventures lorsque, par exemple, il découvre un nouveau paysage, un endroit que personne n'a jamais vu, à part les Indiens d'Amérique qui vivaient sur place, vous voyez. Et ce qu'il perçoit, c'est la vérité de l'unité de toutes choses, comme d'ailleurs l'a fait Plotin avant lui, ou bien d'autres encore, hein. Donc cette unité fait que si comment dire, on adhère, hein, si on consent à s'intégrer dans cette unité, en fait, on vit le yoga, hein. Vivre le yoga ne se réduit pas à quelques mouvements ou à quelques pratiques qui Mmh. sont extrêmement importants l'un et l'autre, mais vivre le yoga, c'est, si on se réfère à l'étymologie de yoga, yuj, s'ajuster, hein, comme une flèche sur l'arc, justement à l'ici et maintenant, c'est aussi former une sorte de mandala, pas en deux dimensions, mais en de multiples dimensions. Un mandala, c'est-à-dire un espace vivant, orienté et centré. Mmh. Or, euh, ce que l'on peut dire, c'est que Henri David Thoreau vibre, hein, au diapason de ce centre, de ce cœur, on pourrait dire, qui lui fait aller à la rencontre d'un écureuil, d'un chevreuil, d'une feuille qui virevolte et qui tombe, d'un paysage, d'un petit poisson. C'est-à-dire qu'à travers ça aussi, c'est vraiment, à mon sens,
un des critères de l'expérience yogique, c'est qu'il traverse les apparences. Il ne se contente pas de voir la surface des choses. Par exemple, lorsqu'il regarde le lac Walden, eh bien, il, ce n'est pas un effort, c'est spontané. Il ressent, si vous voulez, la profondeur et il voit justement dans les cailloux qui sont au fond, presque la présence des étoiles qui sont célestes. Vous voyez, il y a une sorte de mise en résonance, de mise en correspondance incessante qui lui est totalement naturelle. Voilà. Et donc, il intègre tous ces éléments aussi euh, concernant alors davantage le dharma, non seulement dans son rapport à lui-même, hein, à vivre en harmonie, se centrer, etc., mais aussi par rapport au monde, comme l'enseigne d'ailleurs Krishna à Arjuna dans la Bhagavad Gita, c'est-à-dire que euh, il faut prendre conscience, ça je crois que c'est le mot-clé de la vie d'Henri David Thoreau, qu'on n'est pas seul, que l'on est pris dans un réseau d'interconnexion et que si autrui est malheureux, par exemple, il s'engage contre l'esclavage, il s'engage contre l'exclusion des Amérindiens, il s'engage contre l'abattage des arbres pour des scieries, etc., eh bien, cette action est dans le droit fil, en fait, de la Bhagavad Gita. Donc, ça, il a totalement, à mon sens, intégré. Hein. Ce n'est pas un cow-boy aventurier. Ce n'est pas l'aventure pour l'aventure, en fait. C'est l'aventure pour vivre la vie dans sa plénitude. D'ailleurs, il a écrit des choses magnifiques. Peu importe. Il dit, je ne voulais pas perdre ma vie, je voulais vivre intensément et je ne voulais pas à ma mort avoir réalisé que j'avais laissé ma vie passer et je voulais sucer toute la moelle de la vie. Et ça m'a rappelé justement cette expression de Rabelais euh, pour la substantifique moelle. Hein. Donc, Ouais, c'est-à-dire c'est complètement ça. c'est en profondeur, hein, ce n'est pas évident. Et en réalité, c'est une sorte de manière d'être, de vivre, d'agir, de penser, qui intègre sans cesse tout le vivant. Ce n'est pas moi et les autres, moi-même et l'univers, mais c'est se sentir vraiment comme ces trois corps qui nous constituent hein, dans le yoga, comme des cloisons justement non étanches, en osmose avec tout ce qui est. Donc ce qui définit, le yogi d'une certaine manière, c'est une forme de sensibilité et d'ouverture. Absolument. Et aussi d'attrait de la vie profonde. Et je pense que la plupart du temps, euh, comment dire, c'est comme un cercle n'existe que par son centre. Et nous sommes reliés par tous nos rayons, c'est-à-dire d'expériences sensorielles, de pensée, de mémoire, de désir, de tout ce qu'on peut penser, de mouvement, etc. Mais nous restons à la surface. Et si tout être, je pense, hein, originellement, spontanément, est aimanté vers ce centre, cette dimension du cœur la plus profonde qui est aussi celle de l'universel, eh bien, euh, notre société, en tout cas, ne nous laisse pas toujours agir ainsi naturellement. Hein. Il faut vraiment prendre conscience de cela, discerner que c'est essentiel, et une fois que l'on l'a discerné, eh bien, euh, que ça devienne un chemin de vie. Parce que on retrouve ça dans toutes les grandes traditions, et même chez les peuples premiers qui s'assiedent en silence régulièrement. Hein. Donc c'est pour ressentir en fait cette... alors moi je parle de vibration, mais ça peut être un souffle, ça peut être une lumière, ça peut être illustré de multiples manières. Et voilà, je pense que c'est ça, surtout pour lui, être yogi, c'est jouer le jeu et ne pas passer à côté de l'essentiel. Il se donne les moyens, alors pendant 2 ans et 2 mois et 2 jours, il part vivre pour ne se consacrer totalement à cela,
mais il ne va pas vivre ainsi tout le temps, puisqu'à un moment donné, il prend conscience, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, j'ai vécu ce que j'avais à vivre ici, et maintenant, je vais faire autre chose. Voilà, il retourne dans la vie. D'accord, donc c'était un passage nécessaire pour Oui, oui, intégrer, pour, tout à se fait. recentrer sur soi, Oui, ensuite être en capacité de revenir vers le monde avec une nouvelle compréhension et une forme tout à fait. d'ouverture et de sensibilité. Mmh. Mais même lorsqu'il était à Walden, c'est-à-dire isolé de quelques kilomètres, hein, il n'était pas complètement perdu dans un désert, il a continué à aller à Concorde, qui était sa ville natale et où il avait sûrement la maison de ses parents. Et il a fait des conférences justement pour s'insurger contre l'esclavage. Il a fait cette nuit de prison célèbre à partir de laquelle il a fait ce manifeste pour la désobéissance civile, etc. Donc, il a toujours eu à cœur comment dire, d'avoir des amitiés profondes avec les Indiens, les Amérindiens, qu'il estimait plus intelligents que les Blancs, hein, Mmh. parce qu'ils avaient justement cette connexion innée, naturelle, je dirais, vécue dès l'enfance avec la nature. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'il avait fait, il s'était retiré du monde qu'il n'était pas dans le monde finalement. Mais le monde, comme dit Maître Eckhart, hein, il ne laisse pas le monde être en lui, c'est-à-dire l'envahir, euh, en faire une indigestion, hein, de la multiplicité du monde ou de la quantité. Il se démarque de cela et il sait laisser le temps, il, il sait vivre lentement, euh, il sait parce qu'il en a besoin. Il se donne les moyens. Voilà. D'accord. Et donc oui, moi j'avais vraiment cette image de quelqu'un qui s'était, retranché du monde et qui d'une certaine manière avait fait un choix qui était, on pourrait dire un petit peu, égoïste et puis dans la dualité en opposant, le monde, comment dire? Comment il le dit d'ailleurs très bien, hein, un monde qui s'accélère, qui va de plus en plus vite Mhm. avec une pression croissante et puis cette, aspiration à la tranquillité qu'on peut trouver, dans une forêt en étant seul. Donc d'accord, lui, il est pas dans cette dualité, il a embrassé les 2 mondes en considérant qu'il y a un espace qui le régénère et qui l'inspire et puis un espace dans lequel il peut partager et agir. Voilà, c'est comme un tissage en fait, hein, qu'il poursuit vraiment et qu'il poursuivra jusqu'à la fin de sa vie, puisque même lorsqu'il reprend l'activité dans l'usine de crayons, de mine de crayons de ses parents, après donc son passage à Walden, eh bien, il sera gardien de phare pendant 15 jours dans un lieu totalement isolé. Il écrit des pages absolument fabuleuses où il partira justement en expédition au sommet de montagne avec ses deux amis et guides indiens justement, Palis et Ayton, parce que, en fait, pour lui, c'est ce qu'il exprime, c'est dans le sauvage, c'est-à-dire dans l'originel, euh, qui est une sorte en fait de quête de la vacuité, on pourrait dire, où il n'y a pas de parasitage de pensée, d'ego, hein, parce que la nature justement est un lieu sans ego. Et je pense que c'est cela dont il a besoin. Il a besoin de se nourrir. Alors, c'est vrai que on ne peut pas tous partir comme ça très loin dans des forêts, mais nous avons des petits sas de décompression, chacun dans des sanctuaires, ou dans la nature, ou dans un jardin. Ça, c'est heureusement. Oui, parce que c'est vrai que ça peut f enfin, ça semble, difficile pour beaucoup, déjà pour les personnes qui ont fait le choix d'avoir une vie, familiale, et ou des responsabilités. Voilà, le fait de s'extraire du monde, ça fait pas toujours, sens et c'est pas toujours possible, même quand on a l'envie. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que vous parlez de trouver sa forêt, Mhm. et vous dites que votre forêt, c'est le sanskrit et voilà, donc chacun devrait trouver, donc non pas une forêt physique forcément, hein, mais un espace dans lequel, se régénérer et que cet espace, pourrait nous enseigner aussi. Alors comment on peut faire, quand c'est pas forcément évident, quand on n'a pas forcément un appel? Comment on peut faire pour trouver sa forêt et ensuite avoir, l'ouverture pour permettre à cette forêt de nous enseigner quelque chose?
Eh bien, c'est ce que je vois juste derrière vous, c'est-à-dire des plantes. Non, il y a vraiment plusieurs moyens, en fait, de trouver cela. Alors, soit on peut se donner les moyens d'aller dans un jardin. Moi-même, j'habite à Paris et j'ai la chance d'être dans un quartier où il y a énormément de petits squares et de jardins lorsque je n'ai pas le temps d'aller dans une forêt. Euh, le moindre brin de lavande, le romarin aux fleurs ou un oiseau qui chante, même déjà, nous sommes en peine au mois de février, en fait, en nous, réactive euh, des mémoires. Je pense que nous avons tous eu quand même la chance de plonger dans la nature à certains moments de notre vie. Et personnellement, en tout cas, c'est ce qu'on appelle des vasanas. Cela, ce contact réactive des vasanas. Et donc, on peut aussi les laisser filer tout de suite. Mais si on prend la peine comme dit le mot sanskrit, samavesha, de s'ensevelir, c'est-à-dire sam totalement dans le centre et vish pénétrer, samavesha, eh bien, on peut faire un petit peu de silence, même les yeux ouverts, ça n'a pas du tout d'impact. Ces sensations que nous avons vécues. Et on sait aujourd'hui, par exemple, euh, en neurosciences, si on regarde un tableau qui nous plaît, que certaines zones du cerveau s'activent. Et de même, je pense que lorsqu'on se remémore des expériences, parce que justement on a redécouvert quelques brins d'herbe entre deux pavés ou des choses tout à fait étonnantes, euh, eh bien, il y a un certain bienfait qui, qui émane, qui rejaillit encore. Alors évidemment, c'est mieux si on peut être aussi dans un lieu au bord de la mer, etc. Mais ne serait-ce que la musique des vagues que l'on peut entendre peut nous plonger dans un certain apaisement, une certaine dynamique d'apaisement qui nous régénère. Voilà. Et puis simplement, le soir, la nuit, regarder le ciel, parce que en fait, nous oublions que nous sommes dans un univers, que nous oublions encore le jeu des apparences, euh, malgré l'aspect statique de notre appartement, de notre rue, de notre campagne, ou bien nous tourbillonnons à des vitesses incroyables dans l'univers. Donc nous participons à cette chorégraphie des astres. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'Henri David Thoreau rappelle. Nous sommes appelés justement à rejoindre cette, alors ce qu'on ne pourrait pas dire sensation, mais cette danse cosmique que d'ailleurs toutes les grandes traditions que ce soit hindoue, bouddhique, chrétienne, toute soufie, justement avec cette danse tournoyante, nous rappelle, tout est en train de tournoyer, nous sommes des microcosmes. Et donc, euh, notre forêt, c'est, je crois, avec cette image des arbres, avec leur verticalité, qui s'enracine et qui s'épanouit vers le ciel, notre forêt, en fait, c'est tout ce qui est en nous en train de relier, si vous voulez, ce qui en nous est physique, terre, matériel, à ce qui est spirituel, euh, à ce qui est souffle. Euh, Par exemple, notre corps est une forêt aussi. Nous avons cet axe médian qui est comme une arborescence. Nous avons tous ces nadis, ces rivières de souffle qui circulent dans le corps. Et surtout, peut-être que nous pouvons, si nous nous le permettons, je crois qu'en fait, on restreint notre univers mental, spirituel, sensoriel énormément et beaucoup trop. Nous pouvons nous relier à des êtres
par exemple comme Henri David Thoreau, ou je pensais par exemple à ces Indiens qu'on appelle les Kogis, hein, voilà, ces peuples, les peuples racines, ou par exemple des aborigènes, à travers un tableau, une œuvre d'art, qu'elle soit musicale, picturale, etc. Si vous voulez, à travers cela, donc c'est comme si on était en présence avec un médium, une interface qui peut nous projeter aussi dans une autre sensibilité, une autre sensorialité qui n'est pas limitée aux cinq sens physiques, mais une sensibilité justement vibratoire euh, qui peut nous enseigner énormément. Je pense que lire une Upanishad, en fait, c'est pas lire un texte. Lire un sutra bouddhique, ce n'est pas juste lire des paroles. C'est pas ça, c'est la coquille. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est justement l'âme ou l'esprit ou la conscience énergie de l'être qui les a générés. Et donc, à travers ces textes, c'est pour ça que je dis pour moi le sanskrit est une forêt, c'est parce que je ne vois pas juste un exercice de grammaire quand je traduis, c'est juste la base, ça c'est rien du tout, hein. C'est en fait me mettre à l'unisson avec une pensée en fait qui a jailli, qui a émané d'un être qui était connecté. Voilà. Et c'est la même chose pour Henri David Thoreau ou pour un poète. Hein, si on lit Rimbaud ou Philippe Jacotet ou peu importe, ou la Bhagavad Gita, on ne lit pas le code de la route, hein. Euh, on est dans un autre espace-temps. Ce que je vois, c'est le point commun entre tout ce que vous citez, donc la nature, la spiritualité, l'art, c'est que c'est quand même des choses qui arrivent à nous extraire du mental, contrairement à tout ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne. C'est ça, donc une des clés, ça serait de sortir de cette emprise du mental et de cette, sortir des mots, sortir de la conceptualisation pour rentrer dans quelque chose de plus intuitif. Exactement. C'est-à-dire tout simplement se souvenir, et l'idée de remémoration est extrêmement importante dans la pensée indienne, puisque c'est ça, le mantra, c'est se souvenir, en fait, hein. Abhinavagupta dit mantraha smaranam. En fait, tout se passe comme si nous savions déjà, mais pas intellectuellement, comme si nous vivions, si le savoir était une saveur, hein, c'est peut-être l'étymologie, mais que nous passons notre temps à oublier justement cet essentiel. Et effectivement, euh, enfin, je ne sais pas, mais quand on rencontre quelqu'un, hein, pour moi, rencontrer un texte, une parole, c'est vraiment une véritable rencontre. Eh bien, et il y a son apparence, on perçoit son climat intérieur, si c'est la tristesse, si c'est la joie, si c'est la colère, si c'est le désespoir, peu importe. C'est un corps aussi. Et donc, je ne pense pas personnellement que notre pensée soit limitée à la petite boîte que nous portons comme un bouquet de fleurs. Mais la conscience, la pensée circule dans tout le corps. Je pense elle est tout le corps. Et on ne sait pas aujourd'hui où est stockée notre mémoire d'ailleurs, hein. C'est un mystère dans les neurosciences. On ne sait pas ce qu'est la conscience. Euh, et souvent, j'ai cette image qui vaut vraiment ce qu'elle vaut. Je dis que peut-être notre cerveau, en tout cas notre corps, est comme une radio, hein, ce qu'on appelle le transistor, et que nous, notre boulot en tant qu'être humain, c'est de capter la bonne longueur d'onde. C'est-à-dire que on peut fermer et ne rien capter du tout. On fait juste l'utilitaire, le besoin, ce qu'on nous dit par les publicités, ou on s'ouvre. Et je pense que c'est dans cela que Henri David Thoreau est un yogi, c'est qu'il a cette ouverture et qu'il ne demande qu'à épanouir et approfondir
ce besoin justement de se connecter à d'autres vérités qui le nourrissent vraiment, hein, qui ne restent pas à la surface. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je pense. Donc Mmh. c'est pas tout l'être est, est en fait un capteur. Nous sommes des antennes, et surtout, il ne faut pas, comment dire, fermer, hein. Il ne faut pas se fermer, se limiter. C'est vrai qu'il y a des lieux qui sont plus, comment dire, qui nous prédisposent à cette ouverture, à cette empathie, à cette symbiose avec la nature, avec une parole, euh, avec un texte. Euh, Être en connexion, mais avec discernement. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment extrêmement important. Ne pas être, comme dit Abhinavagupta dans un traité philosophique, il dit il ne faut pas vivre la vie en glouton, ni même en gourmand, mais en gourmet. Voilà. Et je pense que c'est extrêmement vrai à tous les niveaux, hein, pour son alimentation, évidemment, euh, pour ses activités, pour je sais pas, ses lectures, mais aussi pour la vie intérieure, la vie spirituelle. Il faut se donner l'occasion de se nourrir de manière, comment dire, en gourmet, c'est-à-dire avec la fine fleur, en tout cas ce qui nous parle, hein, ce qui parle à notre cœur, qui n'est pas forcément ce qui parlera à autrui. Oui, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de vivre en gourmet finalement parce on a une abondance incroyable à tous les niveaux, enfin que ce soit de la nourriture, Ouais. matérielle ou spirituelle ou, enfin les sources d'inspiration. On a énormément de choses qui sont disponibles, et ça devient très difficile de discerner. Donc le discernement, je crois que c'est vraiment ce qui nous fait défaut, je pense à tous, hein, aujourd'hui. Essayer de trouver, voilà, la manière de trier l'information, de trier nos influences et ce qui nous nourrit, à tous les niveaux. Et Je c'est vois pour ça ton oui, d'ailleurs que, excusez-moi, je vous coupe parce que justement, ce yoga que j'ai appelé le yoga de la simplicité est très important pour Henri David Thoreau. Le yoga de la sobriété, de la frugalité. Il cultive lui-même ses haricots, son maïs. euh, voilà, il vit, il a toujours les mêmes habits pratiquement qu'il lave, il adore faire le ménage, il sort tous ses meubles devant sa maison et il a l'impression que les meubles frétillent au soleil. Donc, les choses ne sont pas des choses des extérieurs pour lui, hein, mais ce sont, voilà, il dialogue avec les choses ont aussi une parole, et ça c'est vraiment important pour lui, je crois. donc nous pour s'approcher, de l'état de yogi, il faudrait qu'on essaie de travailler cette simplicité. Finalement, il y a pas grand-chose à ajouter. Il faudrait être donc en mesure de discerner, de contempler aussi, parce que la notion de contemplation est très présente, chez Taureau et voilà et de profiter de ce qu'on a, heu, voilà, de se satisfaire. Bah, Santosha finalement, on est là-dessus, on est sur cette recherche de simplicité. Absolument. Mmh. C'est évident, par exemple, si on a trop mangé, hein, c'est avec cette surabondance, on n'aura pas du coup le goût de goûter, je ne sais pas moi, une fraise ou un grain de raisin. Ça n'aura pas de sens, ça sera aseptisé, hein, ce sera, voilà. Tandis que si on a faim, hein, alors pas, on va pas aller jusqu'à à l'inanition, mais si on a justement cette vacuité non seulement de la pensée, mais je vais dire, de l'estomac. Et si on se laisse un peu en jachère, alors tout prend une importance, tout prend une belle dimension, hein. Euh, la fraise, ce ne sera pas la groseille ni la cerise. Il y aura quelque chose de très, très vivant. Voilà. Et je pense que pour la pensée, c'est la même chose. Pourquoi les pratiques de yoga suggéré, enfin, dans les Yoga Sutras et dans tous les textes, Hatha Yoga Pradipika et bien d'autres textes, insistent sur ce qu'on appelle la concentration, le recueillement et le samadhi, l'absorption, simplement pour faire un peu de silence. Et c'est vrai que non seulement le silence, je dirais acoustique, mais le silence interne est
effectivement, ce que Henri David Thoreau est allé chercher dans la forêt ou au bord de l'océan, c'est avant tout, je pense, ce silence euh, et cette raréfaction des paroles anodines, des paroles qui ne servent à rien, pour laisser, dire, pour mettre en lumière vraiment ce qui a du sens. Et ce qui est très amusant, et son œuvre en est vraiment parsemée, c'est tous ces petits détails. Par exemple, il dit, lorsque je dialogue avec un ami, on ne va pas se mettre à côté. Parce que sinon, cette parole est trop proche, en fait, elle est assourdissante presque. Non, non, nous nous mettons d'un bord à l'autre de l'étang. Comme si la distance, eh bien, prédisposait justement à purifier, à donner le meilleur de la parole. Ou, par exemple, dans sa petite cabane, il dit, ben, écoutez, moi, je n'ai que 3 chaises. Alors, je peux vous montrer, voilà, 3 chaises. Il dit une chaise pour la solitude, une chaise pour l'amitié et une chaise pour la société. Donc, il sait, c'est pas au tout venant comme ça, il ne se laisse pas engouffrer par le monde, par les occasions, mais il sait les mettre en relief. Et c'est vraiment une fête lorsqu'il reçoit un ami, un poète, etc. Et c'est pour ça qu'il aime ce qui est rude, ce qui est simple, ce qui est sans artifice. Et par exemple, il dit, je préfère m'asseoir sur un potiron que sur un coussin de velours. Hein, parce que le potiron, bah, c'est du vivant, quoi. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup tout ça. Enfin, voilà, c'est un mode de vie, enfin, c'est, une philosophie qui me parle et qui m'enchante. Et voilà, je vois que dans le monde actuel, c'est pas forcément ce qui est le plus répandu. Et je vois aussi que Thoreau, il pensait déjà qu'il vivait dans une époque folle où tout allait à 200 à l'heure. Il avait déjà l'impression d'être dans quelque chose, de fou au niveau du rythme. Qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui et comment on pourrait, suivre aujourd'hui dans notre monde actuel qui va effectivement très vite, hein, bien plus, que dans son époque? Comment on pourrait intégrer tous ces enseignements? C'est très amusant. On rit beaucoup quand on lit Thoreau. Enfin, du moins, on sourit parce que de sa petite cabane au fond des bois, quand il entend passer un chemin de fer, il s'offusque. Il se dit, mais à quoi bon aller si vite lorsqu'il va vivre à New York quelques mois pour devenir précepteur du neveu d'Emerson, cette ville avec voilà ce qu'il c'est effréné pour lui toute cette circulation, etc. Donc que ferait-il aujourd'hui? Que dirait-il? Bah, à mon avis, il serait pour il serait pour une décroissance. En tout cas, il serait pour une simplification. Il serait pour une attention extrême euh, justement à la production de déchets, hein, pour préserver les forêts. Je crois que tout ça, je ne sais pas ce qu'il serait aujourd'hui. Il serait peut-être un activiste, un militant écologiste, ça je veux bien le croire. Et aussi, peut-être, serait-il un musicien parce qu'il jouait de la flûte et on le représente aussi avec Krishna. Alors voilà, cette imagination, flûte, 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 on le représente, ah voilà, Krishna en train, je vais enlever tout ça, en train de jouer de la flûte, vous voyez, je ne sais pas si c'est bien visible, voilà. C'est assez net, oui, oui. Krishna de la Bhagavad Gita, évidemment. Euh, En tout cas, du point de vue du monde, de ce monde aujourd'hui qui craque de tous les côtés, je pense qu'il ne serait en rien indifférent, puisqu'il s'est énormément impliqué. Déjà, c'est un pionnier, donc on pourrait dire de l'écologie, puisque évidemment Gandhi, pour d'autres choses, mais aussi reprend à son compte l'enseignement, enfin en tout cas les conseils de Thoreau, mais aussi Satish Kumar,
hein, cet Indien Jain qui a écrit vraiment des choses magnifiques, hein, pour une écologie spirituelle. Ça, je recommande vraiment cette lecture. Vandana Shiva, hein, cette biologiste indienne contemporaine qui lutte pour garder les semences anciennes, hein. Elle est extrêmement connue et elle a lu Henri David Thoreau, évidemment, euh, comme Gandhi, donc. Voilà, ce que serait aujourd'hui Henri David Thoreau, personne ne peut le dire, pas même moi, mais je pense que s'il était dire, tel qu'il était au siècle où il a vécu, c'est-à-dire entre 1817 et 1862, euh, à l'écoute vraiment, avec le souci d'autrui, hein, à l'écoute donc, par exemple, des Indiens. Aujourd'hui, ils seraient désespérés par tout ce qui arrive aux migrants, par exemple, par tous les exclus, par tous les démunis, les défavorisés. Je pense que c'est quelqu'un qui agirait. À un certain moment, d'ailleurs, au tout début, il était contre la violence, puis à un certain moment, avec un esclave noir, comment dire, il s'est dit, il n'y a pas d'autre moyen, hein, donc il a acquiescé, hein, à la riposte pour la survie, à se défendre avec des armes. Après, il aurait peut-être encore changé, hein, ça on ne peut pas savoir, mais en tout cas, il n'aurait été en rien indifférent, il n'aurait été en rien inerte, il aurait été comme Arjuna, hein, dans la Bhagavad Gita. Eh bien, tu dois agir, tu es un kshatriya, tu as les moyens d'agir, alors soit en faisant justement des conférences, hein, comme a fait Henri David Thoreau toute sa vie, justement pour, contre l'abattage des arbres, pour défendre les uns les autres, soit peut-être par des marches, comme Thich Nhat Hanh a fait, comme Gandhi évidemment, soit encore par un enseignement, par l'écriture, hein, de livres, d'articles, etc. Et parce que je crois qu'en fait, aujourd'hui, ce qui manque, c'est la vision à long terme. Nous savons beaucoup de choses, mais peut-être que nous n'arrivons pas à en prendre conscience, justement, comme vous disiez avec justesse, euh, à l'incarner cette prise de conscience, hein. Peut-être que nous savons, hein, nous avons lu dans des journaux que dans 50 ans, la fonte des glaces, dans 50 ans, il manquera de l'eau, dans 50 ans, je ne sais quoi, mais ça nous semble complètement lointain, hein. Alors qu'en fait, c'est très près, hein, les enfants, des adultes aujourd'hui vivront cela. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Et il me semble que dans ce temps de crise que nous vivons, s'il n'y a pas une prise de conscience et un recentrement justement sur l'intériorité, ce qu'apporte le yoga, hein, le but du yoga c'est quand même ça, eh bien on va peut-être glisser, on ne va pas réussir à reprendre en main notre avenir. Donc, le yoga aujourd'hui, le yoga compris comme expérience du soi, de l'être, euh, la, comment dire, la prise de conscience que nous sommes tous interreliés, hein, que tout est comme dans un navire, tout le monde est solidaire, hein. S'il y en a un qui périt, bah, tous périront. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est, même chez des gens et surtout d'ailleurs, hein, chez des gens qui sont très sensibles, aux problématiques écologiques, c'est un peu une tétanie, hein. On observe, on a un constat, on trouve que c'est affreux tout ce qui se passe et en même temps, on se sent complètement impuissant. Enfin, j'ai l'impression qu'à notre niveau, ça devient difficile d'agir concrètement ou en tout cas, on n'a pas pas les idées, ou peut-être parfois pas les compétences pour le faire. Heu, Comment est-ce qu'on pourrait incarner ça? Comment est-ce qu'on peut devenir Arjuna, de notre côté? Ah, je n'en sais rien. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que rien ne sert à rien, hein. C'est-à-dire, c'est Krishna qui le dit d'ailleurs, hein, un tant soit peu d'action
dans le sens du dharma, c'est-à-dire du bien, de l'harmonie cosmique, un tant soit peu, euh, si l'on joue un tant soit peu sa partition, hein, que ce soit comme, je ne sais pas moi, comme agriculteur, comme musicien, comme professeur de yoga ou comme journaliste, eh bien, ça génère un peu d'harmonie dans le monde, c'est-à-dire que euh, ça peut apporter justement un ferment de prise de conscience. Bon, pour moi, c'est vraiment par là que ça se passe. Tout d'un coup, réaliser, mais oui, ça, je peux le faire. Et cette action peut justement devenir contagieuse au bon sens du terme, c'est-à-dire susciter d'autres prises de conscience, d'autres enthousiasmes. Hein, c'est l'histoire de la petite grenouille qui se débat dans le lait et qui fait du beurre, hein, au lieu de se noyer. Euh, de toute façon, à tout prendre, il faut y croire. Je crois que c'est ça, en fait, l'idée, ne pas désespérer et rester, vous prononciez tout à l'heure le mot de santosha, hein, dans cette sorte de, voilà, de satisfaction, de bonheur intérieur, déjà à être vivant. Hein. Et je pense qu'aussi un des ferments qui peut aller dans le bon sens, c'est la rencontre. La rencontre, c'est-à-dire ne pas rester isolé, ce que n'a jamais fait Henri David Thoreau. Donc ce n'est pas un ermite retiré du monde dans sa coquille, mais bien au contraire, c'est un être qui s'est rendu disponible euh, pour non seulement les êtres que l'on dit du vivant, hein, la faune, la flore, mais aussi euh, tout ce qu'il peut y avoir d'intelligence, au bon sens du terme, actuelle ou par le passé. Intelligence, moi je le relie justement à interligere, hein, relié entre, justement. Et on peut être deux ou trois, et après peut-être 1000 ou 100 000, à, à partager justement une ferveur, une lucidité qui nous fait avancer. Donc, D'accord. ça ne sert à rien de baisser les bras. Donc on a un double mouvement qui est, une plongée en soi déjà pour aller chercher ces ressources et cette connaissance en fait, cette connaissance personnelle et ensuite il y a un mouvement de retour vers l'extérieur pour créer du lien, pour amener une action. C'est ça. Oui, Mmh. oui. Parce que si on ne cherche pas ces racines profondes, en fait, on n'aura pas cette énergie comme un arbre, hein, pour se déployer. Ça, c'est vraiment important. Et l'isolement dans ces domaines est totalement délétère. Hein. Il faut vraiment, comme les arbres, paraît-il, quand il y a une tempête, on sait ça aujourd'hui, s'appuient les uns sur les autres. Hein. Leur feuillage, leur arborescence, il y a une entraide ici. Et donc, oui, c'est ça. Il faut être ensemble. Mmh. Et j'aimerais revenir un petit peu sur ce lien nature et yoga. Pour vous, est-ce que les 2 sont très liés? Parce qu'on voit en ce moment, alors moi j'ai vu ça, c'est drôle, hein, sur, Info Yoga, on passe des petites annonces sur les stages de yoga. Les stages nature et yoga, c'est de plus en plus, fréquent. Donc, quels sont les liens entre nature et yoga, s'il y en a? Il me semble que c'est évident dans le sens où nature, en fait, c'est un très joli mot, nature, dont on a peut-être oublié l'étymologie, mais nature, c'est en latin ce qui est à naître. Hein, c'est un participe futur, comme futur, justement. Hein, ces mots en ur, on fait un peu de grammaire, mais c'est pour le plaisir ici. Et donc, la nature, en réalité, c'est tout ce qui est en train de naître, hein, ce qui est en germe. Alors, effectivement, on peut prendre la nature comme ce qui est à l'extérieur, au dehors, mais aussi ce qui est en dedans. Et un deuxième point qui me semble intéressant à ce propos, c'est que la nature, qu'on appelle aussi la nature procréatrice, prakriti en sanskrit, et se fonde sur les 5 éléments, hein, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace.
Donc, ce qui est à l'extérieur, à partir de quoi naissent les forêts, les océans, donc terre, eau, feu, les luminaires dans le ciel, les astres, l'air évidemment, et l'espace universel, infini, eh bien, nous le sommes aussi. C'est-à-dire, nous sommes terre, les eaux, ce qui est solide, nous sommes fluides, hein, ce qui est en nous est fluide, le sang, les phlegmes, etc. Nous sommes feu, hein, tout ce qui transforme, le feu de la digestion, le feu de la connaissance, nous sommes souffle et nous sommes un espace. Et d'ailleurs, un des mots en sanskrit pour mourir, c'est retourner aux cinq éléments. Pancha, gamme, la terre en nous devient terre, le fluide revient au fluide, le feu au feu, l'air au souffle, et notre espace comme une cruche vide dans l'espace. Alors, donc, si on revient à cela, effectivement, on peut percevoir physiquement, de manière sensorielle, quand on pratique au bord d'un ruisseau, au bord de la mer, avec le rythme des vagues, dans la forêt, que nous sommes nourris du prana du lieu. Ça, c'est indéniable. Donc, il y a un lien entre yoga et nature, c'est clair. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que on peut pratiquer le yoga dans un lieu qui n'est pardon, qui n'est pas la nature, parce que justement, nous, nous attisons en nous, nous ravivons cette conscience d'être la nature. Nous ne sommes pas, comme le dit bien Philippe Descola, je ne sais plus si j'ai amené son livre ici, j'en ai plusieurs, peut-être pas, euh, nous ne sommes pas en dehors de la nature. C'est, lui, il appelle la nature maintenant le mobilier, hein. Mais en fait, si on prend la nature sous cet angle de ce qui est à naître à chaque instant, il me semble qu'en nous, chaque cellule, chaque fibre est en train de se régénérer, hein. Nous sommes, que ce soit des fibres de la peau, des cellules de la peau, des synapses, des neurones ou je ne sais quoi. Voilà. Et ce que le yoga nous amène à comprendre, euh, à travers donc peut-être les Yoga Sutras ou les textes du yoga, du tantra, Abhinavakota, etc., c'est que, comment dire, si tout est vibratoire, alors nous pouvons certainement dialoguer, nous pouvons entrer en contact, nous pouvons immerger tout notre être, qui est aussi une part de la nature, dans ce bain de conscience. Et à mon sens, pour moi, le yoga, c'est ça. Ce n'est pas juste faire un mouvement, respirer ainsi ou ainsi. Oui, c'est cela. Et c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux parce que ça a de merveilleux effets. Et si on réalise que tout ça est fait dans l'océan de la conscience, c'est-à-dire que nous suscitons des courants de conscience dans cet océan que nous sommes, hein, de souffle-esprit, hein, de corps souffle-esprit, alors, si vous voulez, ça c'est vraiment, est-ce qu'on pourrait dire que c'est écologique, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que nous agissons en nous-mêmes comme nous voudrions que l'on agisse dans l'univers. Et Gandhi disait, hein, soyons le changement que nous voulons dans l'univers. Donc c'est extrêmement important de comprendre déjà ce que ça veut dire la nature et le yoga. Si on comprend que le yoga, c'est cet art, cette science de la jonction, de la connexion, de la reconnexion, euh, avec, même avec de l'eau qui est dans mon verre ici, je peux être en contact avec, c'est merveilleux l'eau. Qui a regardé l'eau avec cet émerveillement? Alors Henri David Thoreau, ça ne cesse de nous inciter à nous émerveiller. Voilà. Et donc, il faut sans cesse faire ce rappel à l'esprit, hein, c'est pour ça que mantra a ce sens-là,
de sauver la pensée, mantra, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie, hein, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que cet espace entre toi et moi, entre l'arbre et moi-même. En fait, c'est un entre-deux qui est aussi un tissage. Et si l'on conçoit justement le yoga comme cette reconnexion avec l'essence des choses et la nature comme ce qui est une sorte de trame toujours vivante, de trame vibratoire, de matrice vibratoire de l'univers, alors on ne peut pas dissocier le yoga et la nature. Mais en fait, ce sont des sens qui s'ouvrent énormément, hein, des sens signification, et qui nous donnent du sens aux choses. Et je voulais juste ajouter que le mot en sanskrit de Shakti, la Shakti, le féminin, enfin, l'énergie cosmique, l'énergie féminine, Shakti, hein, c'est la puissance à l'œuvre justement dans la nature, dans la conscience, en chaque chose qui se renouvelle à tout instant. Shakti, ça veut dire aussi le sens des choses. C'est-à-dire, par exemple, le sens d'un sutra, c'est Shakti, Sutra Shakti. Donc, c'est extrêmement important de vivre cet éveil permanent. En fait, c'est ce que préconise Henri David Thoreau, hein, cet éveil permanent à un rien, par exemple, à l'œil d'un petit perdreau qu'il va croiser un matin ou d'un écureuil, il voit dans cet œil, en fait, le cosmos, hein, comme s'il était le miroir de l'univers. Mais aussi pour nous, rien ne nous empêche d'avoir ce respect, ce rituel, par exemple de l'eau, hein, en voyant dans cette eau qui est dans mon verre, en fait, un élément qui est en fait celui des océans. Et donc, on se souvient sans cesse qu'on est un, qu'on ne fait qu'un avec le mandala de l'univers. Et ça demande un rappel qui est mental. Par exemple, si je regarde, cette eau, que j'ai aussi à côté de moi, ça me demande, une projection, une imagination, ça fait écho à quelque chose, ça suppose que j'ai déjà vu l'océan, que j'ai déjà, été en contact avec ces éléments pour pouvoir ressentir ce lien. Mais en fait, par exemple, dans un texte très ancien qu'on appelle le Vijnana Bhairava Tantra, un texte du Cachemire, c'est un tantra fondamental, hein, un tantra non dualiste, une des pratiques essentielles est ce qu'on appelle bhavana. C'est-à-dire, c'est pas une méditation, c'est pas mental justement. Bhavana, ça vient du verbe bhou, devenir, exister, ça veut dire qu'on fait devenir en soi cette chose-là. C'est-à-dire, c'est pas juste on y pense, c'est qu'on le ressent. Alors, par exemple, dans l'exemple que vous citez, eh bien, tout le monde, même si on n'est pas allé au bord de l'océan, on est allé peut-être au bord de la Méditerranée ou au bord d'une rivière, et c'est de ressentir en fait l'énergie vivante de cette rivière, de l'eau. Mais qu'est-ce que l'eau? C'est ce mouvement en cohésion, toujours nouveau, qui procède par des ondes, en fait. Euh, et du coup, cette vie, elle est, comment on pourrait dire ça? On n'en est pas séparé, puisqu'en nous aussi, il y a cette circulation euh, d'ondes à travers les nadis, donc ce sont des ondes de souffle, mais c'est un petit peu la même chose. Donc, cette bhavana, c'est une manière de se relier intensément. On traduit ça par contemplation créatrice. Par exemple, imaginez si on voit une étoile dans le ciel, l'univers. Hein, c'est pas mental en fait. C'est le corps est emporté en fait dans cette méditation parce qu'on ne se ressent plus physiquement de la même chose, de la même façon. Euh, Ça peut nous donner envie de danser, hein, ça peut nous donner envie, je sais pas, de nous mettre le dos contre un arbre et de regarder, ou de nous allonger sur la terre pour regarder le ciel, mais
Je pense que dans certaines pratiques aussi tantriques, à la fois dans le bouddhisme tibétain, hein, comme dans le tantra ou dans d'autres pratiques, euh, on peut s'inviter justement à ce renouvellement perpétuel, à ne pas vivre de manière routinière, mais et c'est ce que disait d'ailleurs Henri David Thoreau, renouvelle-toi encore et encore et à jamais. C'est, ouais, c'est un sacré exercice quand même pour, retrouver cette sensibilité, cette capacité à contempler sans être, dans l'intellect. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle dans certains textes. J'ai l'impression que la nature, alors c'est pas un rejet de la nature, mais par exemple, quand il y a une invitation pour les yogis à ne pas pratiquer en contact avec les éléments, on est quand même dans une optique de se recentrer peut-être sur les éléments en soi. Comment on peut expliquer cette invitation, voilà, à construire une hutte qui ne contienne pas d'eau, pas de feu, qui soit hermétique au courant d'air, qui ait pas de vue sur l'extérieur? Je pense qu'en fait, il y a des familles d'esprit et des familles d'esprit en toutes choses, hein. Et il y a, en ce qui concerne le yoga, cette famille d'esprit, par exemple, en tout cas peut-être mise en exergue par les Yoga Sutras, plus davantage, euh, qui est plus ascétique, hein, comme plus anciennement d'ailleurs aussi dans les Upanishads, se retirer et dans le sens d'austérité qui est en retrait et qui est sans doute un passage obligé à un certain moment. Mais une autre famille d'esprit ou de yoga, pourrait-on dire, qui est plus proche du tantra, euh, incite non pas à exclure, mais à inclure, à intégrer. Et par exemple, dans le texte que j'ai cité sur du Vijnana Bhairava Tantra, donc qui doit dater du IIIe siècle de notre ère, et qui appartient au Tantra shivaïte non dualiste du Cachemire, les éléments, euh, l'expérience sensorielle est tout à fait bienvenue. Par exemple, on peut regarder un, des, des sutras, des versets, un paysage, et parce que ce paysage avec des arbres ou avec, je ne sais pas, des montagnes nous attire, nous aimante, nous devenons un avec ce paysage. Euh, et à ce moment-là, comme on dit que ce que l'on pense, on le devient, hein, ça c'est un adage vraiment important, en tout cas du tantra, ce que l'on pense, on le devient. En fait, on réalise que il n'y a pas le sujet d'un côté, l'objet de l'autre, mais que sujet et objet coïncident. Il ne peut pas y avoir d'objet s'il n'y a pas le sujet, hein. Donc, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le moyen de connaissance, pramana. Donc, ça serait pramatri, le sujet connaissant, celui qui mesure, hein, matri, pramana, le moyen de connaissance, par exemple, la vision, l'audition, l'imagination, etc. Le toucher, et l'objet, prameya. Mais en réalité, si on approfondit euh, cette expérience, et c'est ce que fait sans cesse Henri David Thoreau, hein, il se met en condition, il est beaucoup plus tantrique, hein, que yogi austère, eh bien, euh, il devient un, c'est-à-dire qu'il intègre un peu comme si vous voulez, il, il assimilait sa vie à une symphonie. Vous voyez, ce n'est pas le pur silence, mais c'est il joue de son instrument, de la flûte, c'est-à-dire de sa vie, de son souffle, de sa pensée, de son agir, de son écriture, en intégrant cela dans la symphonie universelle. Ça, c'est vraiment quelque chose de très différent. Abhinavagupta dit la même chose, par exemple, hein. Euh, et les uns sont plus du côté de le retrait des sens et certains l'ont certainement vécu parce que je pense que c'est un passage obligé, mais ensuite ils préconisent eh bien, la plénitude, hein.
Alors ça, c'est très étonnant parce que quand je disais que c'était des familles d'esprit, je le pense réellement parce qu'on le retrouve dans le soufisme, par exemple avec Ibn Arabi, et aussi, par exemple, chez un grand mystique médiéval comme Maître Eckhart, puisqu'il y a ce sermon extraordinaire de Marthe et Marie, où Marie dit qu'elle bon, elle passe son temps en contemplation, elle est très heureuse, enfin, etc. Et Marthe, à un certain moment, va auprès du Christ et lui dit, mais moi je suis toujours en train de vaquer à des occupations, de faire ceci, de faire cela. Et en fait, dans ce sermon, l'interprétation de Maître Eckhart, c'est de dire, mais Marthe, tu es empressée, tu ne cesses d'être dans le monde, d'agir, mais tu ne laisses pourtant pas le monde être en toi. Et ainsi, c'est un niveau, ce qu'explique Maître Eckhart, c'est que elle intègre la contemplation dans l'action, Mmh. alors qu'on ne peut avoir parfois que la contemplation, et c'est très bien de s'offrir ça, et ça fait beaucoup de bien. Mais pour de nombreuses, je dirais, voies spirituelles, je sais aussi dans le taoïsme, etc., eh bien, certains maîtres préconisent justement d'aller méditer dans le bruit, hein. C'est-à-dire, on pourrait dire, comme l'a dit un ami récemment, le cœur en Dieu et le corps dans la boutique, hein. C'est-à-dire, c'est très très beau cette expression, hein. C'est un maître soufi qui a dit cela, mais c'est tout à fait ce que pense Thoreau, tout à fait ce que pense Abhinavagupta, Maître Eckhart. Mais si simplement on y est, on y consent, si on se sent prédisposé à cela. Parce que sinon, il faut faire ses gammes, comme un pianiste, on apprend la technique, on se met à l'écart, on se met dans le silence, on noue cette jonction avec l'essence de l'univers, avec la pure conscience, la conscience cosmique, je ne sais pas, le divin. Il faut vraiment s'enraciner en cela. Mais une fois que c'est fait, on a cette liberté, disent les grands maîtres, hein, certains, eh bien, de retourner dans le monde et de garder, comme dit Maître Eckhart, c'est magnifique, tu es comme l'homme noble et comme le gond de la porte. Que la porte soit ouverte ou fermée, il est dans l'axe. Et on trouve la même chose pour l'homme intérieur dans le taoïsme et l'homme noble pour Maître Eckhart. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut garder son centre tout en étant dehors. Voilà. Ça, c'est vraiment un grand enseignement du yoga et je pense que c'est à cela que vise le yoga. Et peut-être que le yogi du tantra, c'est le yogi aussi du Kali Yuga, le yogi qui vit dans le chaos, dans la crise, le yogi, oui, et qui donc doit assumer, hein, parce que, par exemple, si on est médecin ou si on est humanitaire, on doit sauver quelqu'un, dire ben, il faut y aller. On ne va pas dire oui, oui, moi je médite d'abord et puis on verra plus tard. Donc ça nous arrive à chaque instant dans la vie. Oui et je pense d'ailleurs que c'est enfin, on n'apprend pas grand-chose sur soi, sur les autres, sur le monde si on a juste cette phase de retrait dans notre vie, si on ne fait que se mettre dans ce qui est, confortable, agréable et tranquille et qu'on va jamais vers l'inconfort, vers Non, l'action, vers la remise en question. Donc je pense que c'est exactement. oui, c'est un passage, Mm. qui est nécessaire. Mmh. Donc bon, bah, merci pour tous ces éclairages et ces réflexions, voilà, sur les yogis, actuels, les yogis du monde, les yogis de la nature et comment réconcilier, les 2. J'ai envie de terminer avec quelques questions, plus personnelles. Est-ce qu'il y a des choses, des idées, des concepts, des réflexions, que vous auriez, aimé partager dans le livre que, voilà, que vous n'avez peut-être pas eu, l'opportunité, d'exprimer ou des idées qui sont venues après la rédaction peut-être? Ça arrive toujours ça? Bah, écoutez, en tout cas, dans ce livre, ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment l'idée de simplifier sa vie, de prendre conscience de l'interaction de toutes choses, de l'unité était importante, et aussi la beauté.
Alors c'est vrai que j'aurais sans doute, la troisième partie justement, est consacrée au yoga de la beauté, de l'émerveillement et peut-être que j'aurais aimé, aller plus loin dans dans cette exploration et dans ce partage parce que, justement du côté indien, il y a de très beaux textes de sanskrit, par exemple d'Abhinavagupta, sur ce ressort que constitue l'émerveillement, dans l'être, que je ferais peut-être, je suis peut-être en train de traduire ces choses, mais bon, je ne sais pas si je vais les mener à bien actuellement. Voilà, c'est cette idée pour moi qui me tient à cœur vraiment, de relier, heu, dire ces enseignements du passé qui ne sont pas du passé, qui sont vraiment actuels et dont on a éminemment besoin aujourd'hui. Peut-être, ce serait vraiment intéressant de montrer comment cette antique tradition, hindoue, hein, mais aussi les jaïnes et aussi du bouddhisme, peut aujourd'hui nous réveiller, hein, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Donc voilà, ce dont j'aurais envie, c'est d'approfondir, sans cesse et surtout d'entrer en relation aussi avec des personnes, aujourd'hui qui sont en recherche, des scientifiques, que ce soit dans la physique contemporaine, l'astrophysique, dans les neurosciences, dans l'art et de montrer par exemple, alors toutes ces choses-là, je suis un peu en train de les faire quand même, c'est ce qui me donne cette joie de vivre en fait, parce que grâce à tous ces êtres et aussi dans l'art, heu, cette notion d'improvisation, justement de vie dans l'instant, dans cet axe vraiment, toujours nouveau, et l'improvisation, c'est-à-dire se faire confiance ou spontané, faire confiance, à cette harmonie qui nous sous-tend, hein, parce qu'être vivant dans un corps, c'est quand même, ça le yoga, hein. Être dans cette jonction, dans cet ajustement à l'être qui est sans cesse en péril, hein. C'est justement ça, je crois, qui est important de comprendre, que nous avons sans cesse à réactiver cette petite étincelle de la vie et de la dynamique de l'harmonie, hein, toujours menacée par la évidemment, la disharmonie et la menace du chaos naissant. Voilà. Donc c'est peut-être ça que j'aimerais faire, et merci beaucoup parce que vous m'y aidez, avec vos questions et votre invitation. Bah, moi, ça me fait très plaisir parce que c'est des sujets qui me parlent comme beaucoup de gens, je crois. Voilà, peut-être avec des expressions différentes, mais voilà, en tout cas, c'est enfin, le yoga, la nature, le lien au vivant, c'est des choses qui sont, cruciales, je pense, pour le monde, actuel et la suite. En tout cas, merci beaucoup, Colette, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu, avec, enfin, voilà, avec autant d'enthousiasme, en étayant autant, parce que c'est vrai que voilà, j'avais beaucoup de questions et vos réponses, incitent toujours à poser d'autres questions, donc merci pour pour tous ces compléments, en tout cas. C'était vraiment une grande joie et merci beaucoup Samantha pour ce partage. À très bientôt, j'espère, pour un second volume.